On a fait les premiers rappels, nous allons voir comment on peut observer des phénotypes, en grand 1, les phénotypes à différents niveaux d'organisation du vivant. Alors, quels sont les niveaux d'organisation du vivant? Quand on est en biologie, la première chose qu'on voit, c'est l'échelle macroscopique, c'est-à-dire l'échelle d'un organisme. On voit un organisme dans son ensemble. Mais un organisme dans son ensemble est tel qu'il est uniquement parce qu'à une échelle inférieure, ça se passe d'une façon ou d'une autre. L'échelle inférieure de l'organisme, c'est l'échelle cellulaire. Pourquoi? Parce que la cellule, c'est le plus petit organisme vivant qui puisse exister. C'est l'unité de base du vivant. Mais les cellules elles-mêmes sont constituées d'autres choses plus petites, c'est ce qu'on appelle les molécules. Il y a plusieurs catégories de molécules. Celles qui vont surtout nous intéresser dans cette partie du programme, ce sont les protéines. Donc la question que l'on peut se poser, qui va être la problématique de ce grand 1, c'est de savoir s'il existe un lien entre les diverses échelles de phénotypes. Macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle de l'organisme, cellulaire et moléculaire. Alors pour traiter et pour essayer de répondre à cette question, on va prendre un exemple. L'exemple d'une maladie, la drépanocytose. Alors un petit rappel sur ce qu'est la drépanocytose. C'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire génétique, qui est transmise des parents aux enfants. Même si les parents ne l'ont pas forcément, ils peuvent quand même la transmettre. On verra comment après. Qui touche environ un nouveau-né sur 6000 et qui est caractérisée par l'altération de l'hémoglobine. L'hémoglobine, je répète ce que c'est, ça se trouve dans les globules rouges. Et c'est donc une protéine, c'est la protéine qui permet le transport de l'oxygène dans le sang. Sans l'hémoglobine, l'oxygène ne peut pas être transporté et donc on ne peut pas amener l'oxygène à nos tissus. L'oxygène étant une molécule indispensable pour tout ce qui concerne l'énergétique cellulaire. Alors on va commencer par voir donc le phénotype drépanocytaire à l'échelle de l'organisme. Eh bien vous vous doutez que quelqu'un qui est atteint de drépanocytose, vous le croisez dans la rue, vous ne pouvez pas le savoir. Évidemment, extérieurement, on ne peut pas distinguer un individu sain d'un individu malade. Par contre, si jamais cet individu malade tente de faire des efforts, on verra que par rapport à la moyenne, il aura tendance à être plus facilement essoufflé, fatigué. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est atteint de ce qu'on appelle une anémie chronique, c'est-à-dire un manque de globules rouges dans le sang, un manque d'hémoglobine, plus précisément, dans le sang. De plus, il est atteint de douleurs articulaires. C'est quoi une anémie? Donc je le répète, c'est la teneur du sang qui est réduite en hémoglobine, l'hémoglobine étant la molécule fixatrice de dioxygène au sein des globules rouges. On l'a vu à l'échelle d'organisme, maintenant ce phénotype on va le voir à l'échelle cellulaire, le phénotype drépanocytaire à l'échelle cellulaire en petit 2. Donc voici une photo donc, de microscopie photonique, c'est-à-dire le microscope qu'on utilise habituellement en classe, d'un échantillon de sang d'une personne atteinte de drépanocytose. On voit les globules rouges, et qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, les globules rouges d'une personne atteinte de cette maladie, les globules rouges ne sont pas ronds, ne sont pas sphériques, ils sont plutôt allongés, on dit en forme de fossile. La forme de fossile faisant référence à la faux, l'instrument que l'on utilise parfois dans les champs. Là, par contre, pour comparer, on a mis donc une photographie de microscopie donc photonique d'un échantillon de sang d'un individu sain. On voit que les globules rouges sont bien ronds, ils sont un petit peu creusés au centre. On dit que les globules rouges d'un individu sain sont en forme biconcave. Maintenant, on va continuer, on approfondit l'échelle. Maintenant, on va à l'échelle moléculaire. Comment cela se fait-il? Comment cela se passe-t-il à une échelle inférieure, l'échelle des protéines? Comment est en fait l'hémoglobine d'un individu sain et d'un individu malade? Qu'est-ce qui distingue ces deux hémoglobines? Alors, l'activité que je vous avais proposée en classe, à partir du document que vous voyez, c'est de comparer la chaîne bêta de l'hémoglobine d'un individu normal et d'un individu atteint de drépanocytose. Pourquoi la chaîne bêta? Eh bien, vous vous doutez en fait que l'hémoglobine, l'ensemble de la molécule appelée hémoglobine, est constitué de deux polypeptides. Enfin, de deux chaînes de polypeptides, pardon. La chaîne alpha et la chaîne bêta. Les deux chaînes alpha sont parfaitement identiques. C'est pour ça que je ne vous la propose pas dans le document. Les deux chaînes alpha sont parfaitement identiques entre un individu sain et un individu atteint de drépanocytose. Les différences, en fait, s'observent au niveau de la chaîne bêta. Alors, sur le document, si on répond à la question qui a été posée, eh bien, on constate qu'en position 6, donc le 6e acide aminé, parce que ce que vous voyez là, en fait, c'est l'enchaînement des acides aminés. Les acides aminés, c'est quoi?
c'est l'unité de base des protéines. Il existe 20 acides aminés différents, à peu près, il y en a un petit peu plus, mais 20 principaux acides aminés différents. Ce sont des molécules, il y en a 20 différents, qui, assemblés les unes derrière les autres, forment ce que l'on appelle des polypeptides et, à une échelle plus grande, des protéines. Eh bien, là, sur ce document, on constate que sur le 6e acide aminé, GLU, de l'individu normal, est remplacé par VAL pour l'individu atteint de drépanocytose. Donc, bien sûr, je ne vous demande pas d'apprendre le nom des acides aminés. Simplement, lorsque l'on les verra, en général, on les abrège en 3 lettres, mais quand on approfondit sur un exemple, je vous donne le nom réel de l'acide aminé. Donc, GLU, en fait, son nom, c'est acide glutamique. Donc, le 6e acide aminé des chaînes bêta de l'hémoglobine est une valine, à la place de val, chez les malades, au lieu d'un acide glutamique chez un individu sain. Et il faut savoir que c'est la seule différence entre un individu normal et un individu atteint de drépanocytose. Ce qui veut dire que ce simple changement d'acide aminé val à la place de GLU en 6e position de la chaîne bêta implique tous les problèmes que l'on a vus aux échelles cellulaires et aux échelles macroscopiques, c'est-à-dire à l'échelle de l'organisme. Donc ce simple changement implique tous les problèmes que l'on a vus. Donc justement, la question qui vous est posée, c'est à partir du document qui vous a été distribué en classe, qui n'est pas sur ce diaporama, essayez de dire quelle est la particularité de l'hémoglobine drépanocytaire par rapport à l'hémoglobine d'un individu sain. En gros, qu'est-ce que le changement d'une glutamine à la place, le changement d'une valine à la place d'une glutamine, qu'est-ce que ça implique au niveau moléculaire, au niveau de l'hémoglobine? Eh bien, après l'étude du document, ce que l'on peut dire, c'est que chez un malade, les molécules d'hémoglobine S, alors S c'est pour l'individu malade, peuvent s'unir les unes aux autres. La particularité, quand on fait ce changement d'acide aminé, c'est que les hémoglobines, alors que normalement elles ne doivent pas s'agglomérer, eh bien, chez un individu atteint de drépanocytose, à cause de ce changement d'acide aminé, eh bien, les molécules peuvent s'agglomérer. Ce qui veut dire que cette union forme des longues fibres. Ces longues fibres vont déformer le globule rouge, qui ne sera plus long, mais en forme de fossile, et les globules rouges déformés vont devenir alors plus fragiles et vont subir une destruction anormalement élevée. Pourquoi? Comme ils sont plus fragiles, ils se détruisent plus facilement. Comme ils sont plus facilement détruits, il y en a moins, ce qui explique, à l'échelle macroscopique, l'anémie constatée chez les malades. Donc à cause d'un seul acide aminé, cela entraîne une agglomération de l'hémoglobine. L'hémoglobine assez agglomérée forme des fibres plus longues. Les fibres plus longues déforment les globules rouges, donc à l'échelle cellulaire, on voit des cellules, des hématies en forme de fossiles. Et comme c'est en forme de fossiles, elles sont plus fragiles, donc elles sont plus facilement détruites. Donc à l'échelle de l'organisme, cette fois, ça entraîne une anémie chronique. Donc on a vu de l'échelle macroscopique jusqu'à l'échelle moléculaire, et on voit que la source des problèmes à toutes les échelles provient de l'échelle moléculaire. Ici, le remplacement d'un acide aminé par un autre a entraîné tous ces problèmes. Donc c'est ça qu'il faut retenir.